faut pas croire, nous avons nous aussi nos bureaux de poste dernier cri, mais ce n'est ni à Campagnole où la poste a fermé il y a longtemps, il ne reste qu'un distributeur de billets de la banque postale, lugubre d'ailleurs, éclairé la nuit. Ce n'est pas non plus dans le gros village voisin où officie une personne seule, débordée. Non, non, c'est dans la ville voisine, en bas, à 40 km, ou dans le bureau de poste avec un plan incliné où les mémés manquent de se casser la figure alors que c'est une installation pour les handicapés. Qui ne sert donc à rien, mais comme justement, à force de casser des cols du fémur, elle sera bientôt amortie, à l'intérieur de cette poste, dis-je, c'est une débauche de panneaux jaunes, d'automates pour affranchir le courrier, de présentoirs qui disent « Youpi, c'est l'été, on va pouvoir ouvrir un compte d'épargne en EA ou en EO, genre Tranquilléo ou Épargnea ». Et là, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une queue invraisemblable quand vous arrivez, moins longue certes que dans les boutiques SFR, mais beaucoup plus longue qu'au Loto par exemple. Toutefois, la grande différence, c'est qu'au Loto ou chez SFR, aucune fille noire habillée d'une petite veste cintrée avec des paupières peintes en bleu ne vient vous demander ce que vous voulez et si elle peut vous conseiller, vous orienter. Tandis qu'à la Poste, elles sont deux à sillonner comme ça les groupes pour vous harponner dès votre arrivée. Et monsieur, on peut vous renseigner, etc. Et la fille jette même un coup d'œil sur le futur recommandé que vous avez à la main, en tordant le cou pour lire l'adresse. Mais la chose amusante, c'est que les 3/4 du temps, alors que vous êtes dit au début, tiens, bon, c'est très bien, je fais l'objet d'une attention spéciale, ça veut dire que je ne vais pas attendre avec les autres. La plupart du temps, dis-je, cette fille se contente de vous confirmer que vous êtes dans la bonne file et de vous confirmer aussi que vous en avez pour 35 minutes. Debout, sans une chaise, évidemment. Et là, c'est avec une espèce de perversité qu'elle vous dit, maintenant, si vous voulez, vous avez la machine. La machine à quoi? À franchir, monsieur. Et là, vous auriez dû vous douter de quelque chose, parce que devant la machine, il n'y a personne. Et c'est pas bon signe, mais vous y allez quand même. Alors, pour envoyer 3 recommandés, vous en avez pour 35 minutes aussi, mais là, c'est vous qui faites tout. Donc, au moins, vous vous ennuyez pas. D'abord, vous tapez in extenso l'adresse de votre correspondant et la vôtre sur un clavier en verre, avec un seul doigt. Ensuite, vous mettez votre carte bleue, vous tapez votre code, vous imaginez la vieille dame en train de faire tout ça. Non, évidemment, vous ne l'imaginez pas et vous avez raison. C'est justement pour ça qu'il n'y avait personne devant la machine. Alors, quand vous avez fini cette première opération, quand votre lettre reçoit son autocollant, est-ce que la machine, par hasard, vous demande, voulez-vous payer plusieurs envois en même temps avec votre carte bleue à la fin de l'opération? Elle vous demande pas ça du tout. Il faut taper tout pour la deuxième lettre et payer, puis taper tout pour la troisième lettre et payer de nouveau. Alors à un moment, vous avez envie de tout plaquer là et de demander au receveur, attendez, cette machine-là et son entretien représentent un investissement de combien au juste? Parce qu'avec l'argent, vous auriez pu recruter 3 personnes pour tamponner les bordereaux. Et le receveur vous aurait répondu, mais vous n'y pensez pas, monsieur, cette machine est l'un des fleurons de la recherche française. Elle a été présentée à Las Vegas au Computer Show l'année dernière en présence du ministre. Je vous laisse retrouver le nom du ministre d'ailleurs. En tout cas, Campagnole n'est pas du tout flatté d'avoir accès à la haute technologie dans ces conditions, surtout quand on sait que tout ça est payé avec l'argent des vieilles dames, celles qui laissent leur col du fémur 3 fois par an sur le plan incliné pour les handicapés. Si vous voulez alourdir ce dossier, ne vous en privez pas, merci. Il existe désormais un équivalent campagnard au lettré à l'écrivain public qui faisait autrefois les lettres des pauvres gens, c'est celui qui sait se servir d'Internet pour les formulaires. À Campagnole comme ailleurs, il existe de nombreux habitants qui ont un niveau d'évolution pourtant normal et qui sont dépassés par ce que l'administration exige d'eux. Le cas dont je viens de m'occuper concerne la retraite. Jusqu'ici, quand on voulait prendre sa retraite, on prenait rendez-vous avec une fille qui avait votre numéro de sécu et qui puisait dans un grand panier administratif le dossier qui vous concernait. Et ça n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est que vous pouvez puiser dans le panier vous-même. Ça s'appelle un dossier en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Alors un voisin de 64 ans, un peu diabétique, un peu mal en point et qui redoutait d'aller poireauter dans un couloir, m'a demandé si je pouvais l'aider à remplir ses papiers de retraite sur Internet. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous décrire les étapes, d'ailleurs c'est plutôt bien fait, hein, visuellement il n'y a rien à dire, c'est clairement présenté, il n'y a rien à critiquer sur la forme, mais comme toujours, là où ça coince, c'est quand le produit humain n'est pas formaté, comme le veut la machine sociale, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'un s'écarte de l'autre de manière absolument vertigineuse. Les ministères
gouverné par des technocrates, disent les gens n'ont qu'à suivre, mais les gens qui suivent sont de moins en moins nombreux. Les programmeurs disent c'est pourtant facile, c'est pourtant évident, mais les programmeurs ne savent pas comment fonctionne l'esprit humain. Ils préfèrent aller droit à ce que veut l'ordinateur. L'humain d'ailleurs les inquiète, ils préfèrent les machines. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont devenus programmeurs. L'avantage des machines, c'est qu'elles sont prévisibles. Dans l'éducation moderne sans règles que ces jeunes programmeurs ont reçues pour la plupart, les adultes ont été mouvants, ils ont été imprévisibles. Donc ces jeunes gens aiment ce qui tombe juste. Mais désolé, l'humanité, ça tombe jamais juste. Il y a toujours un reste, des décimales. Dans le grand document Excel de l'existence, il y a des choses qui résistent au macro de contrôle. Là, je parle le vocabulaire de ces gens-là. Je demande pardon aux autres. Les rapports des braves gens avec l'administration, notamment quand il s'agit des revenus, des droits, de leur santé, sont devenus une source d'angoisse parce que tout ça est géré et programmé par des gens qui multiplient les cases à remplir et 30 ans après, tout déborde des cases. Et je parle même pas des pauvres gens parce que les pauvres sont très très loin derrière. Non, je vous parle des gens qui ont un revenu, qui vont avoir une retraite, et à qui on dit faites les calculs auprès des 4 caisses dont vous dépendez et revenez quand vous aurez tous les justificatifs. Dans ma génération, celle qui prend sa retraite, donc les 3/4 de la carrière ont été réalisés hors de l'informatique, et si tous les gens ont Internet à la maison, la moitié seulement sont capables de déclarer en ligne, de consulter leur solde à la banque ou de prendre leur retraite faute de savoir quoi faire quand ça ne rentre pas. Alors voilà la grande expression lâchée. Une fois sur deux, la vie des gens ne rentre pas dans ce qui a été prévu par les programmeurs pour le traitement de leur dossier. Je vous cite un exemple, puisque je viens de le faire pour mon voisin. Vous reconstituez votre carrière à la Sécu avec un mot de passe et puis on vous dit que vous déclarez déjà vos impôts en ligne et il y a un seul mot de passe pour tout qu'on vous propose, ça s'appelle France Connect. Vous allez donc sur France Connect qui se base sur votre numéro fiscal. Et voilà, donc ensuite, la Sécu vous envoie automatiquement chez Agirc, la caisse complémentaire des cadres, à laquelle normalement vous devriez avoir accès, puisqu'on vous a donné le sésame général France Connect. Mais l'Agirc, en arrivant, vous demande de donner votre mot de passe pour créer un mot de passe provisoire, SIC, afin de pouvoir continuer. Donc j'abrège, mais on est dans le n'importe quoi le plus féroce, et vous multipliez ça par une cascade d'exigences du genre scannez vos documents et envoyez-les en PDF. Vous voyez à quel point l'administration se fout du monde, et finalement vous vous dites à votre voisin on va prendre rendez-vous, je vous accompagne à Albi. C'est ce que vous faites. Là, vous en tirez les conclusions que vous voulez, j'ai pas le temps de les tirer moi-même parce que j'ai été trop long, et en plus elles risquent d'être désobligeantes, mais dites-moi ce que vous en pensez, merci. Le gros problème de la société à l'américaine qu'on essaie de vous fourguer, de nous coller jusque dans les villages, c'est qu'elle semble condamner la simple humanité, la simple compréhension à l'égard d'autrui, les condamner à disparaître au bénéfice d'un monde où on dit sans cesse « je vous envoie un huissier, un avocat ». Non, je ne veux pas vous parler, c'est inutile, etc. Alors pour l'illustrer, je ne vais pas vous mentir, je ne vous cite pas le cas d'un artisan de Campagnol parce que le village est trop petit pour avoir des artisans qui soient aussi des artistes, des compagnons, des maîtres dans leur spécialité. Non, je vais vous parler d'une ville de Bourgogne d'où un artisan m'a écrit, un homme assez jeune apparemment, qui a repris la société de son père, qui fait des fenêtres en chêne, des pièces faites à l'ancienne pour des appartements magnifiques du centre-ville. Et ce type est tombé, pour son malheur, sur des clients à l'américaine, à la californienne, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent mais qui connaissent leurs droits et toutes les procédures et qui sont toujours enclins à faire prévaloir le contrat contre les aléas du métier ou tout simplement les coups du sort. Quand l'entreprise de verrerie Saint-Gobain, par exemple, est en retard pour livrer 20 fenêtres parce qu'elle est victime d'un piratage informatique, le fabricant de fenêtres ne peut pas poser non plus, c'est le client évidemment, et le client à qui on a imprudemment signifie un délai de 10 semaines est fondé à se plaindre pour rupture de contrat, mais il ne cherche pas du tout à comprendre d'où ça vient. Il dit « je veux pas le savoir ». Pire, il monte pendant les travaux un dossier photographique complet pour obtenir de la justice une annulation du chantier pour retard, pour négligence, pourquoi pas pour malfaçon, en mettant toutes les chances de son côté pour ne pas payer les travaux commandés. Alors les clients en question sont un couple, me raconte l'artisan, un couple de gens qui n'ont jamais eu de problème d'existence, de hauts fonctionnaires, semblables à ce François Hollande de 26 ans qui vous expliquait, regardez sur YouTube, avec une morgue de blaireau à lunettes, là, qui gagne très bien sa vie et que ça continuerait même s'il n'allait pas au bureau, ou seulement pour passer ses coups de fil. Eh bien, les gens qui commandent les 20 fenêtres en question et qui ne tolèrent aucun dépassement de délai, même s'ils voient que leur fournisseur est de bonne foi, même s'il a manqué de chance,
Ces gens-là préparent calmement sa mise à mort en essayant par avocat interposé, par photo dérobée pendant le chantier, de lui laisser ses fenêtres sur les bras. Et on sait que pour caser 20 fenêtres en chaîne double vitrée à quelqu'un d'autre que celui qui les a commandées, c'est impossible. Et ils le savent, mais dans leur conscience de diplômés parachutés en centre-ville qui viennent de prendre une retraite à 10 000 par mois et qui adorent Macron évidemment, il n'y a aucune place pour le scrupule ni pour la charité, parce qu'ils disent en gros on n'est pas là pour tenir à bout de bras une entreprise qui ne respecte pas ses délais. Alors ce qui s'est passé, et heureusement que ça s'est passé, c'est que d'autres clients de la ville ont avancé le paiement des chantiers qu'ils avaient eux-mêmes commandés pour permettre à cet artisan de résister à cette tentative de coulage. Du coup, toute la ville marginalise en ce moment le couple en question qui comptait prendre sa retraite face à la cathédrale, mais qui est déjà chassé psychologiquement par tout le monde. Une ville moyenne en province, c'est une famille où, Dieu merci, tout se sait. Et finalement, cette mésaventure qui a affecté plusieurs fournisseurs a causé l'éviction du couple, car aux dernières nouvelles, leur appartement est en vente. Si vous connaissez des gens implacables du même genre, dans le bon droit, ça m'intéresse, merci. Au chapitre de la mondialisation, dans ses rapports avec le local, le campagnolesque, il est inévitable d'aborder la question d'Amazon et de ce mode de livraison des biens qui fait couler beaucoup d'encre. Mais je voudrais sinon plaider la cause d'Amazon, du moins alléger une partie du fardeau, du mécontentement de l'usager campagnard, qui ne reçoit jamais ses colis en temps et en heure, pour dire que c'est dû à l'incroyable paresse des transporteurs locaux, des Chronopost et des SNCF. En gros, vous commandez un matériel quelconque, on vous dit vous serez livré avant demain soir et vous regardez le suivi sur Internet et là vous touchez du doigt le paradoxe de la mondialisation économique quand elle est confrontée au réel, c'est-à-dire aux camionneurs du coin. Mettons que votre appareil électronique parte de Leeds en Angleterre, il est dans l'avion 1 heure après, il arrive à Roissy puis à Toulouse en 2 heures de plus. De là, il est livré en camion à Albi au dépôt régional. Là, j'invente. Mais le lendemain, à 9 heures, mettons, le transporteur local a toute la journée pour vous livrer avant 20 heures. Ben, sa journée, on peut dire qu'il la prend. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas votre boîte aux lettres ou s'il est passé, il n'appelle pas au téléphone, il prétend qu'il est passé, même s'il n'est pas passé, il s'en va livrer là où c'est plus facile, un peu comme le gars qui cherche ses clés sous le lampadaire, vous savez, parce qu'il y a plus de lumière, alors qu'il les a perdues ailleurs. Alors vous retournez sur Internet, il est 15 heures, personne n'est passé, mais Amazon vous dit que le type est passé, et que le colis sera présenté un autre jour ouvrable. Dommage, évidemment, on est vendredi, donc ça fait plusieurs jours. Vous téléphonez pour dire que le type a menti. Vous êtes dans le jardin, vous exigez qu'il fasse demi-tour, puisqu'il prétend être passé à 15 heures, parce qu'il est 15h07, il doit pas être loin, mais le type ne revient pas, évidemment, parce qu'il est probablement loin, et renseignement pris, vous apprenez que la compagnie de transport local est une officine douteuse, qui fait que votre colis met 4 heures pour arriver du fond de l'Angleterre à Albi, mais plus de 4 jours à parvenir dans vos montagnes du côté de la Cône. Alors maintenant, j'entends protester l'auditorat campagnard au nom du commerce de proximité. Que faites-vous, me dit-on, des petites boutiques qui ont du mal à vivre si vous commandez tout sur Amazon, etc. Alors là, je vous arrête. Je ne commande pas tout sur Amazon, sauf les composants informatiques pour lesquels l'incompétence des boutiques de campagne est notoire, et les livres pour lesquels Amazon s'est taillé une grosse part de marché récemment, parce qu'on trouve tout, y compris les livres censurés ailleurs. Non, je ne vous parle pas de moi, encore que j'en ai grande envie. Mais par exemple, je vais vous parler de Valérie Trierweiler, l'ex de l'ex. Vous savez, quand elle a sorti son livre il y a 2 ans, de nombreuses librairies ont apposé un petit panneau disant « Nous ne vendons pas ce genre de livre ». Alors là, vous vous dites qu'Amazon a un boulevard en France parce que nous sommes un pays mafieux de la pensée, parce que chez nous, non seulement les éditeurs et les journaux, mais aussi les libraires dits de proximité, se prennent pour des gardiens de l'opinion légitime à coups de petits papiers « Nous avons beaucoup aimé », et quand ils n'aiment pas, ils n'ouvrent même pas les cartons. Eh bien, un mode de distribution neutre, capable d'enjamber ceux qui pensent pour nous, mérite d'être favorisé par les temps qui courent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement, j'aimerais l'entendre. Merci. Comme il était prévisible, parmi les récits que vous m'envoyez pour inspirer les miens et qui témoignent du mépris des autorités à l'égard des gens simples, la voiture tient une place considérable parce qu'elle mobilise l'essentiel des ressources quand on n'a pas d'argent. Et même au prix de grands sacrifices, les pauvres s'en sortent de moins en moins en ce moment. Ils trouvent très rarement des interprètes pour vous le dire. Je suis donc assez fier de jouer ce rôle-là, comme je l'ai souvent fait dans les journaux, où la seule réaction que j'ai suscitée a souvent été l'agacement du rédacteur en chef, payé entre 5 et 10 000 euros par mois, sur le ton halte au misérabilisme, nos lecteurs ont horreur de ça, etc.
La question des assurances, visiblement trop chères pour la voiture, puisque 500 000 personnes ne les payent plus, des contrôles techniques, puisque 6 millions de véhicules se dispensent à l'obtenir, est assez révélatrice de ce qui se passe en ce moment, mais plus encore de ce qui va se passer. Et que va-t-il se passer ? Ben, écoutez, on va appeler ça un ajustement pour rester rassurant. Mais avant d'expliquer pourquoi il va avoir lieu cet ajustement, je voudrais remercier l'un de ces esprits cartésiens, un habitant de Valence, qui démontre les absurdités administratives par amour de la logique et qui finissent par conclure que si un système sans logique est devenu obligatoire, eh bien, c'est qu'il servait une autre logique, en l'occurrence celle du profit maximum, sans aucun égard pour la vie des gens. Et là, je crois qu'on est en plein dans mon sujet. À Campagnol, par exemple, tout le monde sait où il faut aller pour passer un contrôle technique des véhicules sans problème quand on est pauvre. Parallèlement, tout le monde demande à un beau-frère bricoleur de vérifier les points vraiment sensibles de la voiture, sachant qu'un contrôle technique, ça se passe sur ordinateur et que l'ordinateur vous recale pour un phare mal réglé, mais ne vérifie pas l'état de vos durites de frein. Si vous avez de l'argent, vous passez le contrôle technique uniquement pour avoir le papier. Si vous n'avez pas d'argent, c'est simple, vous n'y allez plus. Les contre-visites vous envoient chez le garagiste, mais vous n'allez pas non plus chez le garagiste parce que le prix des réparateurs, agréé par quelque chose ou par quelqu'un, a été multiplié par 7 en une vingtaine d'années. Donc les petits réparateurs de proximité ont été rachetés par des groupes qui sont de mèche avec les assureurs. Et tout ça fait que les gens sont de plus en plus nombreux à vivre hors la loi. C'est pas parce qu'ils sont des malfaiteurs par nature, hein, c'est la loi qui s'est déplacée hors de la vie des gens. S'ils sont hors la loi, c'est la loi qui a bougé. Or, les gens, je vous le rappelle, sont les auteurs de la loi, les propriétaires en quelque sorte. Donc ça va changer, car il n'y a pas d'exemple d'une société qui, ayant décrété un beau jour qu'un quart de ses habitants étaient devenus hors la loi, n'ait pas subi un choc en retour. Si les gens veulent de nouveau être en conformité avec la loi, et comme il y a peu de chances dans un pays en faillite qu'ils fassent un effort pour se hisser au niveau qu'on exige d'eux, eh bien, ils vont voter pour qui leur promet de changer la loi en leur faveur. Allez donc expliquer ça à Emmanuel Macron, par exemple. Il va vous répondre que si vous voulez vous payer une voiture en bon état, vous n'avez qu'à bosser. Un peu comme il vous aurait dit que si vous voulez entrer à la banque Rothschild, il fallait réussir vos examens. Mais je ne suis pas sûr que ça marche comme argument auprès de l'opinion. Et si ça vous inspire quelque chose de plus, dites-le, merci.